Salut les turfos et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission du podcast d'Ouzbek Erika. Alors aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un ouvrage qui est sorti le 16 août aux éditions Alma, et plus exactement d'un récit écrit par l'un des compagnons de route de notre magazine. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'on a choisi d'évoquer cet ouvrage. Enfin, du moins pas uniquement. Non, si on a décidé de prendre le temps d'évoquer la guérilla des animaux, c'est parce que ce n'est pas qu'un livre. C'est aussi une bonne baffe dans la gueule qui fait partie de ces ouvrages dont certaines scènes vous poursuivent longtemps après l'avoir terminé. Alors c'est quoi la guérilla des animaux ? C'est un bouquin de science-fiction dans lequel chiens, chats, lions et autres babouins se mettent à utiliser des armes pour se venger de l'humanité ? Non, la guérilla des animaux, c'est un roman initiatique un peu tordu, dans lequel le héros ou anti-héros, on y reviendra, Isaac Oberman, prend les armes pour défendre les animaux, puisque, écrit l'auteur, les humains les plus haïssables et les plus cruels avaient tous le droit de vivre, alors que les animaux, même les plus adorables et les plus inoffensifs, pouvaient être tués sans que cela ne soit un crime. C'est sur ce constat que Camille Brunel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, tisse la toile de son récit, qui amène le lecteur de la jungle de Ranthambore au Rajasthan, d'où les petits sons que vous entendez derrière moi, à l'Afrique du Sud en passant par la Chine, l'Écosse, l'Amérique latine ou encore l'Afrique. Sans oublier de placer le lecteur, pour quelques lignes, dans le cerveau d'un éléphant ou dans celui d'un requin. Un voyage donc émaillé de rencontres et de violences, au cours duquel Isaac deviendra l'icône mondiale de la cause animale. Le tout émaillé de plusieurs faits réels qui dressent un tableau assez apocalyptique de notre rapport aux animaux et de leur avenir. Si on a décidé d'en parler, donc, c'est notamment parce que le roman contient une dimension prospective dans ses dernières pages, que l'on essaiera de ne pas trop vous spoiler, mais aussi parce que Camille Brunel s'y fait le vecteur d'un mouvement on ne peut plus actuel, qu'on peut qualifier d'antispécisme. Camille Brunel, que l'on est ravi de recevoir autour de la table de ce podcast. Salut Camille. Oui, salut, je suis ravi aussi. Et bienvenue chez toi. Oui. Et ce podcast que j'ai donc la chance d'animer avec le camarade Vincent Louquez de la rédaction d'Ouzbek. Salut Vincent. Salut Guillaume, salut Camille. Un podcast donc très masculin. On va commencer Camille, puisque tout le monde ne te connaît pas autour de cette table-ci. Mais est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditrices et auditeurs et surtout expliquer pourquoi t'en es venu à écrire un livre, un récit, un roman sur cette question-là. Oui. Tu me diras quelles scènes t'ont poursuivi aussi tout à l'heure ? Il y en a un certain nombre. Je pourrais en parler au cours du podcast. Sinon, moi j'ai fait des études de lettres et puis j'ai été prof de lettres pendant 7 ans. Pendant ce temps-là, j'étais critique de cinéma aussi et j'écrivais le livre. Et puis j'ai publié un bouquin sur Lautréamont en 2011 où il était déjà énormément question d'animalité puisque Lautréamont passe son temps à se transformer. Et ça s'appelle Vie imaginaire de Lautréamont. Et puis j'ai longtemps été écolo, j'ai été élevé par des parents écolos, enfin voilà. Et puis au bout d'un moment, ça c'était vers 2012-2013, je me suis rendu compte qu'il était possible de vouloir défendre les animaux avec un socle philosophique, politique et très sérieux en fait. Alors que jusque-là l'écologie c'était un truc un peu sentimental quoi. C'était perçu comme tel en fait. Voilà. Et là ça a été le terrier du lapin blanc d'Alice quoi. Et puis je suis devenu végétarien dans la foulée et puis après ça s'arrête plus quoi. Et donc j'ai écrit le bouquin et je me suis mis à écrire des critiques aussi sur la représentation des animaux au cinéma. Et il y aura un recueil de ces critiques qui sortira fin octobre aussi. Ah d'accord, oui, donc tu enchaînes. Je l'avais pas dit. Non. Ça s'appellera Le cinéma des animaux. D'accord. Donc en fait tu es en train de créer une œuvre y a un totale diptyque autour des animaux. Voilà, chez UV Édition. D'accord. Fin octobre. Très bien. Bon, on en reparlera peut-être alors. Vincent ? Oui, félicitations. Merci. Camille, pour ton bouquin, parce qu'il est effectivement très prenant. J'ai aussi été pris par l'intrigue. Tu parlais de passage d'une version très émotionnelle à une version plus philosophique et politique de la défense des animaux. Il y a quand même beaucoup d'émotions aussi dans le bouquin. Ce qui est assez fort, c'est qu'on est pris par des tonnes d'émotions. On passe par ce que je disais tout à l'heure, par des phases de dépression et par des phases ensuite de rebond et d'espoir. Il y a pas mal de choses. Et on suit ce rythme initiatique en partant des constats. Isaac Oberman, donc le personnage principal du bouquin, commence par faire le constat à lui-même et avec les lecteurs de la disparition des animaux massacrés par des humains. Et il a cette phrase assez étonnante. C'est plutôt le capitaine du bateau qui dit cette phrase à Isaac. Alors du bateau de Sea Shepherd. Parce que dans le début du roman, il part avec Sea Shepherd défendre les baleines. Voilà, genre le capitaine c'est Paul Watson, mais je suis tout comme... Il faut pas le dire, on l'avait pas trop reconnu.
Et donc le Paul Watson caché dit que finalement la vie sauvage est déjà éteinte. Il faut pas lutter pour la sauver parce qu'elle est déjà éteinte et ce sera officiel d'ici 50 ans. Oui. Mais cette vie sauvage, finalement, on n'est pas là pour la sauver, mais pour juste retarder l'échéance. C'est un constat qui est étonnant. Toi, tu vois ça comme ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est retarder l'échéance d'une vie qui est déjà vouée à disparaître. Ben oui. Les statistiques, les chiffres et les études parlent à chaque fois de 90% d'animaux qui ont disparu depuis 100 ans, je sais pas quoi. Donc juste on voyage dans le temps, on regarde la quantité d'animaux qu'il y avait à ce moment-là et tu multiplies par 10. Chaque fois que tu vois un animal dans le monde aujourd'hui, t'en mets 10 à côté. Donc il n'y a plus rien aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et il y a une dynamique qui est lancée et clairement elle n'est pas en train de s'arrêter. Enfin, on est en train de dire qu'il faut qu'elle s'arrête, mais pour l'instant elle n'est pas en train même pas de freiner. Et donc juste il faut s'attendre au pire, quoi. Le livre est vraiment là pour... les gens sont encore... Il y a encore plutôt finalement une assez bonne ambiance sur Terre, enfin en tout cas dans les pays développés, et on se rend pas compte de ce qui arrive. Donc c'est un peu le livre de quelqu'un d'un peu pessimiste qui essaie de s'attendre au pire, comme ça quand ça arrivera au moins, tu vois, il y a quand même une grosse catastrophe provoquée par un ouragan à un moment donné dans le livre. Alors on ne sait pas si le héros y est pour quelque chose ou non, mais tu vois, le pont de Gênes qui s'effondre à cause d'un ouragan, ça paraît absolument étonnant, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les tempêtes mettent à bas les infrastructures construites au XXe siècle? Pareil, en ce moment, c'est en Floride qu'il y a des cadavres plein les plages à cause de l'explosion d'algues. On est surpris quand on voit ça, mais il ne faut pas être surpris. Il faut savoir qu'on est déjà au dernier stade de l'agonie du monde sauvage tel qu'il a existé pendant des milliers et des milliers d'années, et que... attendons-nous au pire. Donc si ton livre avait un objectif, ce serait celui-ci. C'est quoi? C'est sniper l'ambiance. Sniper l'ambiance. Ouais. Ok, ça me va comme aussi, ouais. Ça me va comme punchline. Ouais, c'est ce qu'on peut résumer, ce qu'on résume souvent à ce micro par la 6e extinction de masse. On parle de 10 ans, 30 ans avant que les grands singes disparaissent, de un tiers des oiseaux qui ont disparu dans les campagnes françaises, de 421 millions d'oiseaux en Europe qui ont disparu, voilà, de 7% des espèces qui auraient déjà disparu. Donc on est déjà dans cette phase et le héros en fait commence par faire son deuil de cette vie animale avant finalement d'en prendre la défense. Et alors d'en prendre la défense d'une manière pas forcément extrêmement pacifiste. Il se contente pas d'écrire des livres, Isaac. Lui prend les armes au sens propre du terme, au sens littéral du terme. Et il dit notamment, tu lui fais dire, l'activisme c'était mignon au XXe siècle, le XXIe siècle a besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Alors techniquement c'est la professeure Ivanovic. C'est Ivanovic, pardon, excuse-moi. Est-ce que ce soit Ivanovic ou que ce soit Isaac d'ailleurs, est-ce que c'est un alter ego fantasmé du jeune homme que tu es, ou est-ce que c'est ce vers quoi tu aimerais qu'une certaine partie de l'humanité tende? Cette violence-là, est-ce qu'elle est nécessaire maintenant si on veut sauver les animaux, par exemple? C'est marrant parce qu'il y a le faut-il une bonne dictature verte oui, juste au-dessus dans ton dos. La couverture d'Ouzbek Erika suspendue au studio. Oui, alter ego bien sûr, catharsis à fond, parce que ça suscite énormément de colère. Je veux dire, soit tu désespères et tu déprimes, mais si tu veux, c'est pour ça que le seul moyen de se sortir juste de l'inaction et du désespoir, au bout d'un moment, c'est l'électrochoc de la colère, je pense. Parce qu'on ne peut pas se mettre à espérer comme ça, en réfléchissant ou en prenant sur soi, ou en se disant « Allez, soyons optimistes ». Et j'ai vraiment l'impression, il y a ça dans Terminator 3, à un moment donné, il y a le personnage qui est en train de déprimer, et Arnold Schwarzenegger, il le plaque contre un mur, et il le pourrit, il l'humilie, et l'autre s'énerve. Et Terminator, il dit « Bien, la colère est plus utile que le désespoir ». C'est exactement ça. J'ai pas fait l'accent autrichien. La colère est plus utile que le désespoir. Oui, c'est tout à fait une phrase que pourrait prononcer Isaac. Il y a un truc comme ça, et donc quand on finit le livre, normalement, il faut être... Je pense qu'il y a suffisamment d'informations et juste que le livre transpire d'une sorte de désespoir animaliste comme ça, dont on sait qu'il a de bonnes raisons d'être, mais pas seulement. Et l'énergie qui permet au lecteur de pas juste se refermer le bouquin en ayant envie de se tailler les veines, c'est la violence qu'il y a dans le livre, et qui est pas, alors évidemment c'est pas une apologie de la violence, puisque les humains étant des animaux, on n'a pas le droit de les tuer non plus du coup, et c'est pour ça qu'évidemment il y a un gros paradoxe dans le bouquin, mais tous les accès de violence et de spectacle qu'il y a dans le livre sont là pour ça, justement, pour
c'est de l'électricité, quoi, c'est de l'énergie. Mais parmi les scènes, pardon, avant de te laisser enchaîner Vincent, mais tu m'as posé la question, donc j'y réponds, hein, je vais pas m'en cacher, mais parmi les scènes qui m'ont marqué, c'est pas une scène qui fait beaucoup de lignes dans ton livre, mais c'est le passage au Marineland, je crois. À SeaWorld. À SeaWorld, oui, voilà. Ouais, ça aurait pu être à Antibes. Encore une fois, je vais pas spoiler, mais qui est extrêmement graphique. Et pour celles et ceux qui ont vu un certain nombre de films où il y a des animaux marins qui déchiquettent des êtres humains, c'est assez violent et assez marquant. Voilà. Ça fait partie des scènes, il y en a d'autres. Oui, on reviendra, je pense, sur ce débat sur la violence. Avant ça, on voulait aussi te demander, Isaac en fait évolue un peu, mais dans ses revendications animalistes, en fait, c'est assez aussi parfois contre-intuitif pour des gens qui ne sont pas dans ce mouvement, parce qu'il n'énonce pas forcément le meurtre absolu contre tous les animaux. À un moment, il a cette phrase, il dit « Je me fous des moustiques et je me fous des temps, c'est pas ça qui compte. Si un moustique me pique, je vais l'écraser comme tout le monde. » Finalement, c'est plus la violence gratuite qui est dénoncée. En fait, c'est ça l'essentiel du combat, c'est lutter contre la violence gratuite. Bah, bien sûr, oui. Alors déjà le passage sur les moustiques et les temps, c'est déjà une manière de casser l'idée d'animalisme ou de véganisme comme quête de la pureté et comme quête de la pureté individuelle. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Une sorte de naïveté qu'on reproche parfois aux animalistes. Et c'est pour ça aussi que le personnage est aussi violent, parce qu'il est impur, quoi. On peut pas juste se dire c'est ça qu'il faut faire, parce que clairement le mec est un meurtrier. Donc il y a une autre voie à chercher. Et en revanche, sur les moustiques et les temps, oui, ça c'est un truc que je revendique, de continuer de pouvoir buter les moustiques même quand on est vegan, parce que les moustiques on les élève pas, quoi. Il y a pas on les utilise pas, c'est des animaux sauvages qui viennent nous prendre notre sang. C'est pas du tout le même kiff que quand on va aller détruire une forêt pour prendre la place des singes qui y vivent, ou élever des oiseaux ou des mammifères pour les bouffer après. Mais alors du coup il y a un débat dans le bouquin, parce que Isaac va faire une conférence à la Sorbonne pour défendre ses idées, et il est face à une étudiante qui lui dit justement mais alors si un moustique te pique, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme tout le monde, tu le piques. Et elle enchaîne en disant mais tu le piques pas. Enfin, si tu piques un moustique, t'es très fort. Et bah, pour dent pour dent. Moi, je pique un moustique quand il pique. J'ai décidé que c'est ma nouvelle stratégie. Voilà. non, mais justement, elle enchaîne en disant finalement, voilà, vous êtes encore un espèce de nazi vegan, parce que ce qui compte pour vous, c'est pas tant la vie animale en tant que telle, c'est la beauté. Vous défendez plus le mignon agneau que le méchant moustique. Ouais. Non, mais elle est super conne, l'étudiante qui prend la parole à ce moment-là. Est-ce que, alors d'ailleurs, tu t'es quelle est la réponse alors d'un certain nombre de commentaires que tu as pu avoir sur Facebook ou YouTube? Oui, complètement, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a un commentaire, le commentaire du mec d'Alaska, il est authentique. Hein, j'ai copié-collé la réponse que j'avais. Je m'en doutais un peu. Ouais. Parenthèse refermée, pardon. C'est ça, mais justement, c'est intéressant d'avoir la réponse à tous ces clichés. Au moment où j'ai écrit le chapitre sur la Sorbonne, j'avais pas encore trop mis des mots sur l'idée que la grosse différence entre les moustiques et les agneaux, c'est qu'il n'y a pas d'élevage de moustiques. Donc on n'est pas responsable des moustiques, c'est pas nous qui les avons fait naître. Et il se passe pas du tout la même chose quand tu fais naître un être vivant, quoi. C'est de ta faute s'il existe, donc tu t'en occupes. Et moustique, bon voilà, c'est un animal sauvage. Et donc il y a d'abord ça. Mais après, ce qui est important aussi, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'antispécisme, ça a été parce qu'une amie m'avait fait une remarque. Je parlais des baleines. J'avais déjà écrit tout le début du livre avec la tigresse et les baleines, avec Sea Shepherd. Et elle m'avait dit, mais tu choisis les animaux comme tu choisis les filles, quoi. Tu t'intéresses qu'à celles qui te plaisent. Enfin, tu vois, qu'à ceux qui te plaisent. Et ça m'a vraiment par la beauté dans le. Bah ouais, voilà, ça m'a vraiment vexé à ce moment-là. Tu t'es pas mis dans la tête d'une blatte ou sur le coup, non. Le parfum, et évidemment, c'était gênant. Et c'est là que l'antispécisme est intéressant, c'est que tu t'intéresses aux individus indépendamment de s'ils sont vendeurs sur une affiche ou non. Et ça, évidemment, c'est pour les cochons qu'on le fait, parce que les cochons, ils ont des têtes à claques, quoi. Enfin, c'est pas que les bébés phoques, quoi. Voilà. Et donc à ce moment-là, quand j'ai écrit le passage sur la Sorbonne, le personnage répondait qu'il s'en prenait aux mystiques. Quand je l'ai écrit, c'était juste casser l'idée de la pureté. J'avais pas encore trop conceptualisé l'idée que c'était des animaux sauvages et pas domestiques. Voilà. Mais l'important, c'est de casser l'idée de pureté, surtout. Et justement, donc Isaac mène son petit bonhomme de chemin qui l'emmène de plus en plus vers la violence. Enfin, il y est d'ailleurs assez rapidement, dès le début de l'ouvrage. Vincent évoquait sa conférence à la Sorbonne. Donc Isaac fait sa conférence à la Sorbonne et revient et est invité à Brasilia par une universitaire. Et dans ce parcours qui l'amènera à devenir une sorte
sorte de Che Guevara de la cause animale. Hein, je me trompe pas, puisqu'il y a tout un délire marketing aussi autour de la figure d'Isaac. Ouais, ils vendent des mugs. Il est d'ailleurs aussi soutenu financièrement par Hollywood, ce qui est assez drôle. Bref, il croise la route d'autres activistes et donc il fait ses conférences. Tu en mets des extraits dans le livre et c'est assez marquant parce que la première fois que je vois ça dans un bouquin, ça fait vraiment extrait YouTube, puisqu'il me semble que tu mets aussi la durée des vidéos. La durée des vidéos et le moment. Genre, je me suis chronométré en train de lire les paragraphes pour mettre la bonne durée de la vidéo YouTube. Bien sûr. Et donc tu en mets des extraits, ce qui fait donc écho à ce qu'on peut voir sur YouTube. Et je vais lire un de ces extraits. On va voir si ça dure 1 minute 10. J'ai pas pris le plus court. J'ai pris un extrait parlant pour moi et dont j'ai envie de parler avec toi après. Donc je cite là. Les animaux étaient censés évoluer bon sang. Maintenant, on essaie de les conserver tels qu'ils sont. Les baleines étaient censées devenir plus grandes, les panthères plus puissantes, mais nous avons créé une impasse et l'évolution se heurte au mur de la rancune et de l'appétit humain. Nous avons étouffé l'évolution et n'avons plus rien à perdre, car nous ne gagnons plus rien. Ces millénaires d'efflorescence génétique sont éventrés et brûlés à l'instant où je vous parle. À ceux auxquels cela paraît encore inconcevable, je demande quelle proportion de temps représente celui que vous consacrez à détruire un château de cartes par rapport à celui que vous avez passé à le construire. Combien de temps faut-il pour brûler un livre ? Combien de temps en faut-il pour l'écrire ? L'extrême grand âge du vivant ne présume pas de sa solidité. Sa destruction s'achèvera sous nos yeux à la vitesse d'un feu de paille. Donc, je l'ai pas fait avec l'intensité d'Isaac sans doute et la virulence d'Isaac sans doute, mais on comprend bien le propos. Mais surtout, ce sur quoi j'ai tiqué là-dessus, et Vincent aussi d'ailleurs, puisqu'on en a parlé avant, c'est pour Isaac et donc peut-être pour toi, l'humain a bloqué l'évolution animale. À un autre moment, Vincent me rappelait aussi que tu disais, est-ce qu'on pleure la disparition des dinosaures, par exemple. Pour toi, préserver ce qu'on fait, c'est contraire à l'évolution ? Oui, on essaie de limiter les dégâts. Et il y avait autre chose qui était lancé, qui étaient les animaux qui s'agrandissent, les mammifères qui étaient de plus en plus grands. Il s'est passé la même chose. Regarde les dinosaures qu'il y avait à la fin de l'ère des dinosaures, et ça a duré l'ère des dinosaures, je sais jamais, mais c'est genre 100 millions d'années, et à la fin, il y avait des dinosaures magnifiques et complexes, avec des plumes qui sont mis à voler, qui faisaient 50 tonnes, enfin, c'était dingue. Et là, on était censé être dans l'ère des mammifères, et les mammifères sont en train de s'éteindre, et il reste plus qu'une espèce de mammifère qui est en train de prendre toute la place, et de se dire, attendez, en fait, on va vous garder quand même un peu. Les autres espèces, partez pas trop, on vous aime bien en fait. Mais plutôt que l'arrêt de l'évolution de ces mammifères, c'est surtout qu'on a déjà, il y a très longtemps, détruit les gros mammifères. C'est qu'en fait, l'action... on a commencé par les plus gros. L'action criminelle de l'humanité que tu décris envers les animaux, elle a commencé bien avant l'époque moderne. Et la plupart des mammifères, tels que les mammouths ou que les tigres à dents de sabre, par exemple, ces choses-là ont été détruites par les hommes préhistoriques il y a quelques milliers d'années. C'est ça, oui. C'est une fois que cette espèce de singe anthropoïde a développé la pensée conceptuelle, il a commencé à se dire qu'il était différent des autres. Je suis pas sûr que les autres animaux se disent qu'ils sont fondamentalement différents des animaux qu'il y a autour. Ils sentent qu'il y en a qui peuvent bouffer, d'autres qui sont pas en vie. Enfin, je sais pas, mais ils conceptualisent pas le fait qu'ils sont différents. Et dès que les humains ont commencé à dessiner des animaux sur les murs, etc., ils sentaient bien qu'ils étaient les seuls animaux à dessiner, je veux dire. Qu'ils ont commencé à se dire qu'ils étaient différents, et c'est là que ça commence à craindre. Et puis après, ça fabrique des armes, ça tend des pièges, ça fait tomber les troupeaux de mammouths des falaises. T'en as 200 qui tombent, puis on en mange que 2. Enfin, tu vois, ça me fait penser un peu à ce que dit Harari, qu'on adore chez Ouzbek. Ah, mais oui, moi aussi. Harari explique justement que les premiers hommes étaient animistes et qui se considéraient comme un animal parmi d'autres, et puis qu'ensuite arrive la religion monothéiste, ou avant ça même la religion avec des dieux à visage humain, et que donc on place l'humain au-dessus, et qu'ensuite arrive l'humanisme où on place l'humain au-dessus mais sans les dieux, qui sont des et on arrive dans une phase où des histoires qu'on se raconte, quoi. C'est ça, exactement. Et ce qui me permet d'enchaîner avec une transition sur l'humanisme, puisque justement l'humanisme est l'ennemi pour toi, puisqu'il il a le défaut de mettre l'homme au cœur et au-dessus des animaux. Et Isaac dit donc mon animalisme est un anti-humanisme, mon animalisme est farouche et cruel, ce qui est une réponse déjà entre lignes aux critiques passées et futures qu'on formule, puisque c'est une façon de les troller, de couler le bateau moi-même, c'est comme Astérix. Donc c'est assumé, il faut être anti-humaniste pour sauver les animaux aussi, je résume. Oui, bien sûr. Les humanistes, l'époque de l'humanisme, c'est quand même l'époque de la colonisation des Amériques et tout ça. Les humanistes, c'était pas des bisounours. Donc je suis pas sûr que ce soit l'idéal égalitariste, l'humanisme. Mais ça, c'est même pas moi qui le dis. Il y a ce philosophe qui est dans les remerciements à la fin, pour qui j'ai énormément d'estime, un des cofondateurs des Cahiers antispécistes, il s'appelle Yves Bonnardel. Et lui,
lui, si vous allez choper La Révolution antispéciste, qui est publiée au PUF là, depuis quelques mois, il théorise très bien sa critique de l'antispécisme. Je l'avais interviewé pour Ouzbek Erika, il développait déjà ça. Ça me disait quelque chose. On remettra le lien, on essaiera de remettre le lien. Donc oui. Alors après, il y a deux choses dans le texte quand Isaac prend la parole. Donc lui, oui, il est anti-humaniste, justement parce qu'il est égalitariste, égalitariste violent, et après, quand il dit qu'il prend les armes, c'est encore autre chose, c'est une autre façon de résoudre le problème. Ouais. Sur cet anti-humanisme, je vais me faire l'avocat du diable, je vais plutôt citer ceux qui te sont hostiles, comme ça on aura le point de vue, tu pourras toi-même leur répondre. Parce que Jean-Pierre Digard fait beaucoup parler de lui, c'est un anthropologue du CNRS qui a publié un bouquin qui est précisément titré « L'animalisme est un anti-humanisme ». C'est un bouquin dans lequel il parle de notre, alors selon lui, notre tendance à l'anthropomorphisme dans notre vision des animaux, où il raconte justement que en fait, on n'a pas forcément mis en esclavage les animaux. Les animaux sont des êtres aussi opportunistes que nous. Je développe juste son argumentaire, je te laisse répondre après. Les animaux sont opportunistes. De même, ils ont décidé de se placer sous la domestication de l'homme, puisqu'ils ont la nourriture et le logement, en gros, contre l'assurance d'être nourri, logé et de ne pas être attaqués par les prédateurs. Et que donc, la domestication, c'est un accord volontaire entre les vaches, les espèces. Et à part ça, c'est les antispécistes qui font de l'anthropomorphisme. Mais les vaches, elles avaient compris le contrat, tu vois, elles avaient signé, tout allait bien. Donc la domestication, alors lui raconte ça. On a un extrait, il s'exprimait sur France Inter la semaine dernière. Il va directement te dire lui-même ce qu'il en pense. Donc je peux pas me boucher les oreilles. Vous imaginez la folie, des dizaines de millions d'animaux domestiques lâchés dans la nature. Je prétends que les gens pour qui c'est l'idéal, non seulement ne connaissent pas les animaux, mais ne les aiment pas vraiment. Car relâcher des animaux domestiques qui vivent en symbiose avec l'homme depuis plus de 10 millénaires, c'est pas leur rendre service. Alors cette idéal de libérer tous les animaux, est-ce que c'est pas finalement oublier que les animaux domestiques, comme disait Jean-Pierre Digard, sont par nature voués à être à côté de l'homme ? Alors ça, c'est un fait. Et si tu relâches une vache qui a vécu avec les humains comme ça dans la nature, effectivement, elle va pas faire long feu, elle va se faire bouffer par les loups, elle va tomber malade, etc. Non, mais il est absolument pas question de relâcher des dizaines de millions d'animaux dans la nature. Oui, c'est ça, c'est le truc de l'homme de paille. Parce que ce que fait Isaac, c'est notamment aussi libérer des animaux dans les eaux et libérer des... Voilà. Mais il en libère 15, tu vois. Ouais, il le fait pour l'image, quoi. Il le fait pour l'image. Vincennes, c'est clairement pour la com qu'il le fait. Mais alors, Digard, respire un grand coup et explique. Non mais tu sais, c'est des gens qu'on entend partout, donc c'est pour ça aussi qu'on a envie d'avoir les contre-arguments à leur opposer. Bon, ce qui se passe, c'est que mais ça c'est une erreur que tout le monde fait, c'est qu'on a fait pendant le XXe siècle et qu'on, j'espère, finira par arrêter de faire, c'est de considérer les animaux comme des espèces, de seulement réfléchir en termes d'espèces. Le grand switch qu'il y a entre l'écologie et l'animalisme, c'est qu'on arrête de se soucier des espèces et qu'on commence à se soucier des individus. On va pas avoir peur qu'il y ait des feux de forêt parce que ça va détruire des écosystèmes. On a peur qu'il y ait des feux de forêt parce que ça va faire cramer des gens qui pourront pas s'enfuir, qui seront des oiseaux, des écureuils, des chevreuils, ce que vous voulez. Et à partir du moment où on essaie de regarder les individus et non plus les espèces, on commence évidemment à se dire qu'il faut libérer les animaux des élevages où individuellement ils ressentent de la souffrance et de la détresse, etc. Mais évidemment, on ne va pas se dire c'est des animaux sauvages, on leur fout la paix. L'idée est absolument pas de mettre en place un apartheid entre les humains et les animaux. Et Jean-Pierre dit, moi je l'appelle Digard tout le temps. Bon bref, et il imagine qu'on veut relâcher les animaux, mais faire ça serait vraiment voir dans les animaux qu'on va relâcher une sorte de grosse entité abstraite qu'on libérerait. Allez vous éclater, les gars, vous êtes des animaux, démerdez-vous. Et évidemment que c'est pas le cas, mais personne n'a jamais dit ça, quoi. Il y a ce bouquin absolument génial, qui a été publié chez Alma aussi, coup de peau, mais qui s'appelle Zoopolis, de deux philosophes canadiens, Donaldson et Kim Nika, qui expliquent qu'il est hors de question de libérer tous les animaux sauvages, puisque justement ça fait des millénaires qu'ils sont avec nous et qu'il faut justement vivre avec eux en prenant en compte leurs intérêts. Sans les manger, a priori. Comment ? Sans les manger. Non, parce que c'est pas dans leur intérêt de se faire buter. C'est ça l'idée. Et bon, alors l'exemple qu'ils prennent, eux, c'est que, alors je sais pas dans quelle mesure, moi ça me choque pas, mais
ils ont dit c'est dans Zoopolis, quand les États-Unis ont aboli l'esclavage, ils n'ont pas renvoyé les esclaves en Afrique en disant c'est bon, vous êtes libres, foutez le camp ou débrouillez-vous. Ils les ont intégrés au tissu de la société. Ils étaient là, ils les avaient amenés, fallait s'en occuper quoi. Et ils disent si on venait à arrêter d'exploiter les animaux, les vaches, les moutons, etc. Il faudrait pas les mettre à la porte. Ils ont besoin des humains. C'est vrai que tu as raison de dire moi ça me choque pas parce que ce genre de comparaison peut. Alors justement, Isaac compare l'esclavagisme et le. Alors attends. Avant d'en arriver là, juste revenir sur le fait que il y a un mot qui est très peu employé par les gens comme Digard et Porcher et tout ça, c'est l'idée de sanctuaire ou de refuge. On veut pas qu'ils disparaissent les animaux évidemment, on veut juste qu'ils arrêtent d'être produits à la chaîne et abattus à la chaîne. Et à partir du moment où on laisse les animaux se reproduire entre eux et qu'on n'oblige pas les truies à avoir 50 000 portées par an, il y en aura tout de suite moins des animaux. Donc ce sera beaucoup plus facile de s'occuper d'eux dans des sanctuaires ou des refuges, etc. Et il y aura forcément un modèle économique qui sortira de ça, c'est sûr. Les humains, s'ils sont bien forts pour un truc, c'est faire du pognon avec n'importe quoi. Donc s'il y a besoin de faire du pognon avec des animaux vivants, on trouvera, il faut juste avoir envie. Mais donc la valeur qui prône, qui est déterminante dans l'animalisme, si j'ai bien compris, c'est faire prôner l'individu sur l'espèce, et derrière ça, c'est la notion de souffrance qui est importante. N'importe quel être vivant a une capacité à souffrir, donc il a des droits à avoir, et d'où le droit des animaux, et ce genre de choses. Ouais, alors, et du coup, ce qu'il faut dire, c'est n'importe quel être sentient. Parce que les plantes, c'est des êtres vivants aussi, mais elles souffrent pas. Enfin, je sais qu'il y a des tas de bouquins sur l'intelligence des plantes, etc. Mais si tu tapes une carotte, elle s'en tape. Tu vois, pas de système nerveux. Voilà, il y a une grosse différence. Elle va pas crier, ce serait drôle, mais. Et peut-être, à la limite, il y a peut-être une différence, j'en sais rien, de différence de sensibilité entre un arbre et juste un fruit ou un légume, etc. Mais on s'en fout, quoi. La priorité, c'est clairement les millions d'animaux qui souffrent officiellement. Et les gens comme Digard et Porcher ont tendance à dire oui, mais les végétaux, quoi. Enfin, évidemment que ça fait partie de leur argumentaire. Oui, la comparaison par l'absurde, quoi. Alors ça m'intéresse comme argument parce que justement c'est là où il y a peut-être un paradoxe dans l'argumentaire, en tout cas dans ce qui légitime le droit des animaux, parce que d'un côté donc ce qui prime c'est la souffrance, et dans le bouquin Isaac, j'allais dire tu dis, mais en tout cas c'est Isaac qui dit que tous les animaux ont des capacités à souffrir et à comprendre et cognitives, et que donc c'est le fait de souffrir qui est légitime, une égalité de traitement revendiquée pour tous. Et il y a en parallèle de ça l'argumentaire qui consiste à dire finalement l'homme n'est pas supérieur, les animaux sont aussi intelligents que l'homme. Preuve en est les très beaux passages où on voit le requin ou l'éléphant qui s'expriment, c'est des chapitres qui sont vraiment très bien faits parce que très, très compliqués à faire, et j'ai vraiment été touché par ces passages. Et finalement on se dit en lisant ça, cet éléphanteau ou ce requin, ils ont vraiment une conscience aussi élevée que l'homme, voire plus élevée. Et cet argumentaire, finalement, il légitime le fait que ce qui compte, c'est la qualité ou la compétence cognitive pour être reconnu. Donc est-ce que finalement, c'est le fait d'être aussi intelligent que l'homme qui légitime le fait que les animaux doivent avoir des droits, ou est-ce que, quelle que soit l'intelligence, puisqu'au sein des animaux, plein d'animaux ont des capacités différentes, est-ce que même la fourmi ou le moustique, puisqu'on est parti sur le moustique, ont tous, par essence, quelle que soit la qualité cognitive ou la qualité à ressentir, des droits? Et à ce moment-là, si c'est ça, pourquoi vouloir absolument faire en sorte de démontrer que l'animal est aussi intelligent que l'homme? Alors, je pense que les capacités cognitives, les deux chapitres que tu mentionnes sur le requin et l'éléphant, ce qui compte, c'est pas tant leur intelligence que leur sensibilité, vraiment. C'est la question de l'empathie plus que de l'intelligence, enfin, du ressenti parce de l'autre, quoi. Clairement, les capacités cognitives, on s'en tape. Elles sont pas une base pour donner des droits aux humains. Un humain super con aura les mêmes droits qu'un humain super intelligent. Donc, c'est pas un critère. Et il faut faire la même chose. Il faut chercher ailleurs. Et le critère, je pense, c'est surtout la sensibilité, la sentience. Et le requin, comme l'éléphant, sont des animaux qui souffrent dans les chapitres mentionnés. Et en fait, le requin, si tu te souviens bien, lui, il souffre pour une raison assez bête. Il a la dalle, il peut plus manger. Et l'éléphant, lui, souffre pour une raison un peu plus complexe. Il vient de perdre un membre de sa famille. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est en fait les deux seuls chapitres où c'est des animaux qui disent « je ». C'est que j'ai pris deux animaux de chaque côté du spectre de l'évolution, disons. Des branches les requins sont des animaux archaïques qui étaient déjà là à l'époque des dinosaures. Les éléphants on sait qu'ils ont un cerveau hyper complexe, rien à voir avec celui du requin.
Et évidemment qu'ils ont tous les deux, en termes d'intelligence, ça va pas du tout être la même chose, mais ils sont sensibles à leur environnement et à des manques et à des douleurs, etc. Tous les deux, chacun à leur niveau. Et c'est ça que montrent ces chapitres et ce que dit l'antispécisme, en fait, c'est que l'intelligence n'est pas un critère, pas plus pour les humains que pour les animaux. En revanche, la capacité à souffrir change tout. Mais la capacité à souffrir, quelle que soit cette intensité de capacité, parce qu'il y a aussi des différences entre être vivant dans la capacité à souffrir, finalement. Oui, parce que quand on conceptualise sa souffrance, c'est de la souffrance au carré, quoi. Il y a une différence entre les mammifères et les insectes, c'est ça que tu... Par exemple, on peut ouais. considérer que des animaux souffrent plus que d'autres. Oui, je pense que... Enfin, je pense rien. Je lis des études scientifiques, en fait. C'est vraiment ça. Je pense littéralement que dalle. Je lis des études et je fais un roman avec. C'est ce qui s'est passé. Et les études, elles disent qu'il y a quand même un paquet de chances pour que les abeilles aient une façon de souffrir qui n'est pas du tout la même que les mammifères. Ou qu'on puisse pas... tu vois, les homards qu'on fout dans l'eau bouillante, qui essaient de se carapater, c'est bien qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu racontes qu'il faut arrêter de penser en espèces. C'est vrai qu'il y a une continuité dans le monde du vivant, il n'y a pas de séparation claire comme les biologistes les établissent. D'ailleurs, dans le bouquin, tu dis aussi à un moment donné, Isaac dit aussi, il faut arrêter avec ces classifications de biologistes, c'est le début des emmerdes, en gros. Il y a ça dans Sense8 aussi. Exact. Les étiquettes, c'est le contraire de la compréhension. Mais alors j'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de frontières claires et que tout n'est que évolution progressive entre espèces. Ce qui fait aussi que c'est aussi une limite à l'argumentaire, puisque les plantes elles-mêmes sont pas sentientes, n'ont pas forcément de système nerveux, mais l'évolution étant progressive, on va vers des trucs comme le blob, qu'on adore aussi chez Uzbek Erika, dont on avait parlé, on se rend compte qu'il a un système de mémoire, des choses qui évoluent. C'est un espèce d'être qui est entre le champignon, tu définisses le blob pour nos lecteurs. Le blob est auditeurs, un individu unicellulaire extrêmement unique et mystérieux qui a plein de capacités, qui ressemble un peu à un champignon, un peu à une plante, un peu à une bactérie, qui ressemble à plusieurs choses différentes. Les bactéries sont d'autres êtres qui ne sont pas dans le règne animal, et finalement il n'y a pas de frontière nette à partir de laquelle on souffre et à partir de laquelle on ne souffre plus. Donc l'argument de la souffrance elle-même... Je comprends pas. Il n'y a pas de frontière entre les plantes et les animaux. Dans la capacité à souffrir, où est-ce que tu places la frontière ? Parce qu'on peut considérer de la même façon... Là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il n'y a pas de façon générale un droit des animaux ou un droit universel à établir ? Est-ce que c'est pas, la conclusion des animalistes, c'est compliqué. Aller vers un droit des animaux. C'est intéressant. C'est hyper chiant. C'est hyper compliqué à expliquer. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on dit les animaux, de toute façon, on se prend les pieds dans le tapis, puisque le principe de l'antispécisme, c'est d'aller prendre les choses au cas par cas. Cet individu est différent de cet autre individu. C'est deux cochons, mais il y en a un qui est libre, un qui est dans une cage, donc c'est pas les mêmes, ils n'ont pas la même vie. Donc lui, je peux le laisser dans la forêt, mais lui, si je le relâche, il va claquer tout de suite. Tu vois, ce genre de truc. Et dès qu'on réfléchit aux animaux, on se remet à faire des grandes catégories. Évidemment, c'est une des choses qu'utilise Digard pour discréditer les antispécistes, c'est qu'il dit oui, mais ils veulent libérer les animaux, c'est vraiment des cons, les animaux c'est super différent. Mais si tu prends son interview 3 lignes plus bas, lui aussi il se remet à généraliser sur les animaux, parce que c'est très difficile de prendre au cas par cas dans chaque interview. Après, je pense qu'on peut quand même vachement simplifier le problème en disant que les biologistes ont quand même mis en place un truc qui est de différencier le règne végétal et le règne animal. Ouais. Et que après on peut dire aussi que y a des animaux qui sont élevés et dont on a la responsabilité, et d'autres pour lesquels on peut rien. Les bactéries, clairement, on n'y peut rien. Ouais. Alors Isaac pense notamment, et je cite, que les animaux ont enrichi nos œuvres d'art, nos mythes, nos rêves pendant des millénaires, c'est la seule manière dont ils auraient dû nous enrichir, dit-il. Donc est-ce que les animaux sont là pour embellir le monde, pour l'apaiser? Est-ce que c'est pas le fait de dire ça, est-ce que ce n'est pas dire que les animaux sont là pour le bon plaisir des humains? Comment aussi on dépasse ça? Parce que là, on a vu dans notre conversation qu'on est tous engoncés dans des schémas dont on a du mal à se défaire, puisqu'on vient de l'évolution aussi nous touche et nous concerne, nous, en tant qu'individus. Et donc, comment on se défait aussi de cette vision-là, qui est de dire que les animaux sont là pour notre bon plaisir? Quand Isaac dit ça dans le bouquin, il s'adresse aux humains, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu essaies de
les prendre par les sentiments. Regardez, c'est quand même vachement plus beau un pays avec des forêts qu'un pays avec des tracteurs qui font pousser du soja pour donner aux vaches, quoi. C'est pas faux. Donc oui, si, c'est un argument anthropocentriste, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'il fait feu de tout bois, Isaac. Donc, et c'est plutôt situé vers le début du bouquin, ces arguments-là, je crois. Tout à fait. Et c'est quand il est encore dans la sensibilité écolo, les tigres et les baleines. En fait, le livre évolue petit à petit. Alors, à aucun moment, il devient vegan, abattoir, machin. Ça se passe pas. Parce que justement, le principe du livre, c'est d'arriver à reconnecter la sensibilité qu'on a spontanément, parce qu'on nous a appris à l'avoir pour les animaux sauvages, avec la sensibilité qu'on pourrait logiquement avoir aussi pour les animaux domestiques, qui sont les mêmes. Qu'on a d'ailleurs quand on est petit. Enfin, je veux dire, quand on apprend que ce qu'on a dans l'assiette, c'était une vache, c'est pas cool comme première étape. Ben ouais, j'imagine, on désapprend ça. Oui. Et donc, Isaac fait le lien petit à petit au fur et à mesure du roman. Et donc, au début, pareil, il fait les arguments un peu nazis, quoi. Regardez comme c'est beau un animal, on va pas le tuer. Évidemment, si on réfléchit comme ça, encore les pauvres cochons, mais le cochon dans sa bouillasse, en train de chier sur son voisin, voilà. Oui, évidemment. Mais quand tu dis, pardon, t'as été assez rapide sur vegan, abattoir. Tu dis c'est pas que ça. Mais qu'est-ce que c'est ça déjà pour celles et ceux qui savent pas? C'est les vidéos d'abattoir, etc. Le fait de mettre aux humains le nez dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça, tu dis que c'est pas suffisant? Non, si, il faut le faire. Mais il y a une interview à un moment donné, c'est marrant. Vous êtes dans le bouquin en fait. À un moment donné, il se fait interviewer par deux mecs. Les prénoms ont été changés. Les prénoms ont été changés et le média aussi. Mais ceci étant dit, il explique que ça lui rend service à un moment donné, parce que ça dérange. Que les gens, ça les rend tristes en fait, qu'il y ait des abattoirs, et qu'ils soient obligés de se servir des abattoirs pour manger, et qu'il a besoin de la tristesse. Il a besoin de gens dérangés et choqués pour faire avancer les choses. C'est comme ça que ça commence. Mais il y a deux rails vraiment dans le bouquin. Il y a un début d'embranchement où je dis regardez, on peut faire ça dans la réalité, et évidemment le bouquin prend l'autre embranchement, l'embranchement le plus marrant, où évidemment on fait absolument tout ce qu'on peut pas se permettre de faire dans la réalité et qui choque et qui finit mal. Ou en tant qu'écrivain, ça doit être plus drôle de passer. Mais il y a quand même quelques gros signaux vers l'embranchement moins fun mais plus plausible, qui consiste donc à se mettre le nez dans le véganisme et dans les abattoirs et tout ça. Alors, ça, c'est fait plein les journaux en ce moment, plein le monde réel, donc j'avais pas besoin d'en occuper. Alors on va un peu spoiler la fin du bouquin. Malheureusement pour ceux qui l'ont pas encore lu, c'est-à-dire tout le monde vu qu'il vient de sortir, on va raconter un peu la fin. Mais l'intrigue, toi-même, tu le disais, Camille, c'est pas forcément la révélation de l'intrigue qui est la plus importante. Non. Je pense que c'est l'émotion qu'on ressent dans le bouquin, et c'est les pistes qui sont offertes qui sont hyper intéressantes. Oui, non, je suis vraiment pas bon en intrigue, donc il y a pas de twist, il y a pas de suspense de ouf. Pour autant, il y a obligé de faire un spoiler. C'est vrai que le bouquin finit plutôt mal, mais il y a une fenêtre utopiste où finalement ça marche, ça prend la guérilla, tout le monde écoute Isaac, c'est-à-dire une icône, une figure. Un genre de Nelson Mandela, parce qu'il est emprisonné au moment où tout le monde l'adore un peu. En plus violent, c'est pour ça que je disais Che Guevara. Oui, voilà, tu vois, en plus en Che Guevara, effectivement. En plus militaire. Et donc l'ONU met en place une déclaration du droit des animaux. Les animaux ont leur propre territoire, il y a des états animaux, des genres de sanctuaires, comme tu dis, qui sont mis en place. Ça, c'est Zoopolis qui l'évoque. Et il y a même un chapitre où tu montres qu'à un moment donné, un animal en Afrique est blessé, et le SAMU arrive, emmène l'animal aux urgences, et il y a vraiment, voilà, dans un monde anti-spéciste. Ça fait partie des scènes qui m'ont marqué aussi, c'est d'avoir cette image c'est un springbok et c'est vrai que ça allongé à l'hôpital à côté du avec un petit enfant qui trouve ça normal parce qu'il est élevé là-dedans, et donc on est dans un imaginaire totalement différent qui pose question. On est dans un imaginaire totalement antispéciste qui pourrait pour toi être réaliste ou réalisable un jour. Oh bah oui, si on continue de faire disparaître les animaux sauvages au rythme auquel on va, ça sera pas difficile de s'occuper d'eux au cas par cas. Je veux dire. Mais c'est un peu côté utopique vu comme ça. Mais je sais pas. Non, c'est envisageable dans la mesure où là récemment, en Colombie-Britannique, il y a un pod d'orque qui est en train de. Il y a eu la petite orque qui est morte, et puis sa mère a porté son corps pendant des jours et des jours. Et en fait, dans ce pod là, il y a un juvénile aussi qui est un peu malade. Et ben
Canadiens ont mis des antibiotiques dans une seringue, sont allés dans la nature et ils ont fait son injection d'antibiotiques à l'orque, quoi. D'accord. Mais pourquoi ? Enfin, c'est un animal sauvage, laissez faire la nature, voyons. Et là, bizarrement, ils flippent un peu, les humains, tu vois. Ils se disent, on va peut-être essayer d'en garder 2 ou 3. Et en fait, c'est juste que c'est pas juste, quoi. Faudrait essayer de faire en sorte de mettre en place ça déjà avant que ce soit trop tard, avant qu'ils soient en voie d'extinction. Et puis pas seulement s'occuper des orques parce qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents et qu'ils ramènent du tourisme. Aussi s'occuper des springboks qui sont peut-être un peu cognitivement moins complexes, mais qui existent aussi. Enfin, ça me paraît cohérent et juste, puisque ce sont des... Enfin, sans aller engueuler les lions parce qu'ils ont buté leur proie, tu vois. Là encore, il y a une question, mais qui est très bien théorisée dans Zoopolis, de la souveraineté des animaux sauvages et du fait que si on commence à vouloir intervenir dans la nature, c'est un terme que j'emploie vraiment avec 1 million de pincettes, le terme de nature. Disons, si on commence à vouloir intervenir dans le monde sauvage, parce que l'idée de nature implique l'idée que les choses peuvent pas changer, c'est la nature, c'est comme ça. Donc je préfère parler de monde sauvage. Bon, faisons ça. Et si on intervient dans le monde sauvage pour protéger les hyènes ou leurs prédateurs, machin, on va remettre une tutelle humaine sur les animaux qui sera en fait insoutenable, insupportable. Oui, parce que les sanctuaires des animaux décrits, c'est des mondes sauvages protégés dans lesquels effectivement les lions continuent à bouffer des springboks. Ils se débrouillent, ils se sont débrouillés sans les humains pendant des dizaines de milliers d'années, et donc l'idée c'est de les laisser à nouveau, donc de les défendre contre l'invasion humaine plus qu'autre chose. Cela dit, l'utopie dure pas longtemps, c'est assez dramatique. Enfin, moi je sais des choses aussi qui me touche de voir cette décadence du monde animal, et il y a des derniers rhinocéros qui sont soutenus par des êtres humains qui sont là pour les protéger, ce qui se passe déjà dans le monde réel, d'ailleurs, mais il y a carrément une guerre civile entre humains, entre défenseurs et braconniers, et puis ça finit en énorme réaction humaniste, en fait, anti-spéciste, avec on va par plaisir, donc spéciste, c'est ça, finalement, on va par plaisir jouir de la destruction de ce qui reste du monde sauvage animal, renier la déclaration du droit des animaux, envahir les territoires étatiques animaux qui sont... Et tout ça se passe en 50 ans à peu près. Tout ça se passe en 50 ans. Une génération, quoi. Et finalement, ça se conclut sur l'échec d'Isaac, qui est aussi un échec de la violence. La guérilla, finalement, par la violence, c'est aussi la conclusion du bouquin. Oui, c'est quand je parlais tout à l'heure des 2 voies. Il y en a une qui est la voie réelle, que n'emprunte pas le bouquin, parce que c'est quand même beaucoup plus marrant d'aller de l'autre côté. C'est aussi parce que, plus marrant, plus cathartique à l'évidence, parce que on l'éprouve, cette colère, quand on voit les braconniers et les abattoirs et tout ça, donc on a envie de la passer un petit peu. Mais le livre est bien sûr un éloge paradoxal de la violence, c'est-à-dire de la même manière que Erasme a écrit de la même manière, ça... Enfin, bon, vous avez compris. Il a fait son éloge de la folie, il voulait pas dire qu'il fallait devenir fou, c'était exactement l'inverse. Là, c'est précisément la même chose. Je ressens de la violence, il y a le désir de violence en moi quand je vois des chasseuses posées sur des girafes mortes, mais pour rien au monde, j'irai l'assouvir dans le monde réel. En revanche, ce que je veux, j'ai utilisé cette violence pour écrire ce bouquin, pour que derrière, il se passe quelque chose de juridique, tu vois. Alors, c'est le côté extrêmement jubilatoire du bouquin, parce que tu amorces bien la chose, on est totalement dans l'empathie quand tu décris ces horreurs, et totalement soulagé finalement que cette violence vienne venger ces animaux. Absolument. Mais effectivement, on se dit quand même à la fin, j'espère qu'il est pas sérieux, parce que c'est un appel au terrorisme. Il faut distinguer l'homme de l'œuvre, Vincent. Et le gag, c'est qu'à la fin du bouquin, il y a un autoportrait qui est en fait encore dans l'infiction. En fait, si tu lis l'autoportrait, t'as encore l'impression que si. De quoi, les 2 pages où tu prends la parole en tant que toi? Si tu lis, je me désolidarise pas d'Isaac. Alors quand même, dans les 2 pages, moi j'ai lu quand même que tu disais, la violence est un échec, et c'est... tu décris un peu ça. Donc finalement, le bouquin appelle à plus de justice par les voies pacifiques. Oui, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure aussi de ce qui se passe déjà en Afrique, des gens qui vont défendre les animaux. Là, il y a un éléphant qui s'était pris des flèches empoisonnées au cyanure par des braconniers, qui clairement c'est des flèches, tu vois, donc c'était pas des mecs surpayés et tout ça. Et les braconniers sont allés soigner l'éléphant qui était blessé, pas etc. Les braconniers, Pardon. Non, les gentils, les Vetpo et compagnie. Black Mamba, là, que Hugo Clément est allé voir. Ils vont soigner des animaux qui ont été blessés par des humains. Mais là où j'étais pas allé au bout de ma pensée tout à l'heure, c'est que ça serait logique aussi d'aller soigner un animal qui aurait été blessé par un lion ou lionne, etc. Après tout. Alors pardon pour mon côté anthropo-centré, mais du coup, la morale, c'est aussi que pour l'être humain, la nature est un bienfait qui est indispensable à l'homme. Si on veut être complet dans
c'est parce que finalement, alors encore une fois, je spoil, désolé pour les lecteurs, mais l'homme finit en 2050, 2070 par être immortel. Alors attends, non, c'est 2040. En fait, c'est un peu fripon de ma part, mais j'ai repris la timeline de la Seconde Guerre mondiale, donc ça finit en 2045. D'accord. Okay, parce qu'il y avait 2030 et après il y a. Voilà. C'est tout à fait fripon, c'est exactement le terme. En tout cas, on finit par être immortel, par être martien, par être partout dans l'espace. Mais l'homme est surpuissant, mais asséché, parce qu'il a plus son imaginaire et son bestiaire animal qui l'accompagne. On va construire une ville sur la Lune. Ça, asséché, c'est toi qui le plaques, Vincent. C'est comme ça que j'ai senti. Pas dans le livre. C'est pas dans le livre. À la fin, il y a un petit paragraphe Ouzbek Erika, spécial dédicace Ouzbek Erika, où il est question de ville autosuffisante, de moyens de transport à propulsion magnétique hyper écolo, etc. Et de cinéma où les enfants vont voir les animaux en 3D sur des écrans circulaires, etc. Et ce que dit le livre, c'est que les gens s'en passent très bien des animaux. Les gens s'en passent très bien, mais il y a quand même un retour à une espèce de divinité. On a remplacé Dieu par les animaux parce que c'est quelque chose qui, au fond, peut-être qui nous manque. En tout cas, peut-être que je l'ai compris comme ça parce que. Mais ça, c'est à la méga fin du bouquin. Tu sur-spoil. Mais non, le livre et ce que je veux vraiment donner aussi à ressentir et à penser, c'est qu'on peut techniquement se passer des animaux. Ouais. On peut aller vivre sur Mars et on peut aller vivre sur la Lune où il n'y aura pas d'animaux. On aura à manger, on pourra être vegan en bouffant pas d'animaux, donc pas besoin des animaux en fait. On pourra faire du ski, aller au cinéma, faire l'amour. On aura la même vie en se racontant pareil, c'est juste qu'il n'y aura pas d'animaux. C'est vivable, c'est vraiment tenable. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. On ne sauve pas les animaux parce que c'est vital. C'est ce que nous disait Philippe Boucher aussi, c'est que c'est une dimension culturelle finalement, la biodiversité. La biodiversité n'est pas indispensable pour vivre. Non. Et c'est important aussi de passer à ça. Et c'est une des différences aussi avec Sea Shepherd, qui a un pied dans l'écologie et un pied dans l'animalisme, parce que le mantra de Paul Watson, c'est quand même de dire si les océans nous mourront. Donc il y a une sorte de mécanique qui fait que mais c'est bon, on a envoyé des hommes sur la Lune, on arrivera à survivre avec des océans morts, on se débrouillera. Donc en fait, ce que tu signifies par là, c'est que le progrès, la notion de progrès notamment technologique, peut sauver l'humanité de ces horreurs. Mais on peut tout, on peut sauver l'humanité et les animaux, on peut sauver juste l'humanité, on peut sauver juste les riches, c'est comme on veut. Tout est juste ouvert, les animaux. Mais il manquera quand même les animaux. J'en conclus avec juste une question, une dernière question, parce qu'on parlait de 2040, 2045, machin, etc. Tu te projettes, tu tires des plans sur la comète, mais là, maintenant, tout de suite, en 2018, est-ce que, à ton sens, on peut encore, selon toi, sauver les animaux, j'entends par là, les animaux sauvages, la vie sauvage, où on en est? Est-ce qu'on peut encore choisir justement dans les deux chemins dont tu parlais, celui qui fera en sorte de préserver une partie de cette biodiversité? Okay, donc partant du principe qu'on peut sauver les animaux domestiques et qu'on sait déjà comment faire en fait. Oui, c'est pas tous les animaux là, je précise, vie sauvage. Donc la vie sauvage, oui bien sûr, si on commence à réfléchir en termes d'individus, on peut très bien aller sauvegarder les quelques-uns qui restent. Regarde en Colombie-Britannique quand ils sont allés faire son injection d'antibiotiques à la petite Scarlett, du J-Pod. Non, si, bien sûr c'est jouable, mais faut que tout le monde s'y mette, quoi. Et ce qui est important ici, c'est de vraiment faire le pont entre animaux sauvages et animaux domestiques, et pas. Je veux dire, les gens, c'est pas des intellectuels, quoi. Si on leur dit, il faut sauver les animaux sauvages et pas les animaux domestiques, les animaux sauvages, c'est important, il faut les soigner, ils sont précieux. Les animaux domestiques, on s'en fout, on en fabrique d'autres, c'est pas grave. C'est beaucoup trop compliqué pour le commun des mortels, quoi. Faut arriver à faire simple, et si on veut que du coup il y ait suffisamment de monde qui se disent ok, sauvons les animaux sauvages, c'est important, il faut qu'on arrive à leur dire juste sauvons les animaux en général. Voilà. Ça fait une bonne conclusion. Sauvons les animaux en général. Et en particulier, chaque individu. Et en particulier, chaque individu. J'ai bien compris le message. On a bien compris le message. J'espère que ça a été la même chose pour nos auditrices et nos auditeurs. J'ai plus compris, moi, en tant que personne intéressée, mais pas forcément très compétente dessus, ce qu'était l'antispécisme. C'est vrai, c'était clair. Ouais, merci beaucoup, Camille, de ton temps. Merci d'être venu nous rendre visite, même si tu es ici un peu chez toi. Merci Vincent. Merci à Roman derrière la console qui n'avait pas encore lu le livre, donc désolé si on t'a un petit peu spoilé. Lisez La guérilla des animaux, et puis écoutez-nous, abonnez-vous, tout ça, et faites le bien autour de vous.